Après mes études, je suis rentrée en Afrique et j'ai vu comment étaient traitées les personnes qui étaient atteintes de troubles mentaux, euh, surtout le nombre de personnes malades mentales qui erraient dans les rues, parce qu'en France, je n'en voyais pas. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui errent dans les rues et que personne ne fait quoi que ce soit pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des structures qui existent pour ça? Est-ce que ce sont des gens qui habitent dans la ville et qui ont une crise et qui sont abandonnés à eux-mêmes? Donc je me suis posé toutes ces questions-là et j'ai décidé, n'ayant pas de réponse, j'ai décidé d'aller interroger ces personnes-là pour comprendre comment et pourquoi elles se sont retrouvées dans la rue, parce que j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui s'est retrouvé dans la rue de cette même manière. Et le déclic est venu de là. Je me suis dit, ah, donc ces personnes-là, elles viennent forcément de quelque part. Elles avaient forcément une vie avant de se retrouver dans la rue. Elles avaient peut-être un métier, elles ont peut-être une famille, ils ont peut-être des enfants. Voilà, donc je me suis posé cette question et j'ai voulu d'abord faire un travail sur la prise en charge des maladies mentales en milieu psychiatrique. J'ai pas pu avoir accès aux services de psychiatrie au Burkina. Donc, j'ai décidé de faire le chemin inverse, d'aller vers les gens qui sont dans la rue et de remonter la chaîne pour aller continuer à les interviewer ou chez eux ou dans les lieux euh, où ils se faisaient prendre en charge pour ceux qui se faisaient prendre en charge. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de prise en charge, que ce soit par la religion, que ce soit de manière traditionnelle ou que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou avec des thérapeutes. Le documentaire, j'ai mis 4 ans pour le faire. Parce que pour aller parler à quelqu'un qui est dans la rue ou euh, qui est entre guillemets fou, on n'y va pas comme si on allait voir ses potes pour aller demander de boire un verre. Donc, j'ai fait une approche très longue et très lente vis-à-vis de ces gens-là. Je leur ai parlé. Pour ceux qui me comprenaient, je leur expliquais le projet que j'avais, le projet de film que je voulais faire, qui était un film pour attirer l'attention et sensibiliser l'opinion publique par rapport justement au fait que la première thérapie en santé mentale, c'est justement de pouvoir parler, de pouvoir exprimer son mal et de pouvoir donner un nom euh, mal-être qu'on peut avoir ou au mal qu'il peut y avoir. Et après, j'ai constaté que ces gens qui erraient dans la rue, la plupart des familles de ces gens-là ont la phobie de la blouse blanche. Non seulement ils ont la phobie de la blouse blanche, ça c'est un. De deux, avoir quelqu'un dans sa famille qui a des problèmes de santé mentale, c'est pas bien vu. Euh, c'est très mal vu dans l'inconscient collectif, alors qu'au contraire, ça coûte beaucoup moins cher d'aller voir un psychiatre en consultation dans un hôpital public que presque que de se faire soigner de manière traditionnelle. Parce que quand on se fait soigner de manière traditionnelle, ça passe beaucoup par des techniques d'offrande, de don de soi, donc beaucoup de sacrifices, ce qui dans l'absolu revient plus cher. Donc, il y avait le fait d'attirer l'attention des gens sur euh, l'approche et la discussion, l'échange qui est important pour une personne qui peut être dépressive, qui peut être mélancolique, sans rentrer dans comment on appelle, les grosses maladies psychiatriques, la schizophrénie par exemple. euh, Ça, forcément, c'est à l'hôpital qu'on le soigne. Et donc, j'ai rencontré des thérapeutes, des médecins psychiatres, parce qu'à l'époque, quand je faisais mon film, il y avait 7 psychiatres pour tout le Burkina Faso. Et j'ai discuté avec le tout premier psychiatre du Burkina Faso, qui à la base était tuberculose, et qui a aidé à monter l'hôpital psychiatrique de Bobo et qui m'a expliqué comment lui, il est venu à la psychiatrie. Et c'est de lui que j'ai entendu la phrase en disant qu'on n'a pas besoin d'être psychiatre pour comprendre la maladie mentale. Je ne dis pas la traiter, la comprendre. Et que tant qu'on n'a pas quelqu'un dans son entourage de proche, de très proche, à qui ça arrive, on ne peut pas comprendre la maladie mentale. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et, et quand il m'a expliqué ça, et c'est lui qui m'a permis justement de pouvoir filmer à l'hôpital de Bobo, d'interviewer d'autres psychiatres, d'interviewer des aides-soignants
et de comprendre un peu comment ils font eux pour traiter les malades, parce qu'on n'a absolument pas les mêmes moyens qu'en Occident. Toutes les personnes qui sont amenées par la famille, parce qu'en général, c'est la famille qui emmène quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui peut avoir une crise, on ne demande pas l'avis de la personne. Alors que pour bien traiter disons, un trouble mental, il faut que la personne soit consciente du mal qu'elle a, il faut que la personne accepte d'être soignée. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, qui ne veut pas savoir qu'il est malade. Donc, on ne peut pas forcer au niveau des soins. Donc, j'ai appris ça avec le professeur Sanoussi Zuma et aussi un autre professeur, le professeur Jean-Gabriel Wango. Et eux, ce sont des psychiatres qui sont contemporains, mais qui travaillent beaucoup avec tout ce qui est thérapie parallèle. Par exemple, s'ils ont un patient qui est convaincu, qui leur dit que lui, il pense que c'est au village qu'on a dû lui faire quelque chose et tout ça, il a besoin d'aller au village, ils vont lui prescrire des médicaments pour ce qu'il a en lui disant, d'accord, va au village, parce que c'est aussi beaucoup le mental qui est impliqué dans ça. Va au village, continue à prendre des médicaments et quand tu reviens du village, viens nous voir, on va voir où tu en es de l'évolution de ta maladie. Donc, ils travaillent vraiment avec les croyances des, des, des personnes. Et ça, c'est important parce que la psychiatrie classique euh, reste dans le fait qu'il faut systématiquement donner des médicaments et la parole n'est pas la première chose qu'on met en avant par rapport à ça. Donc, eux, ils travaillent vraiment euh, avec la compréhension des croyances des gens par rapport à ce qui peut leur arriver. Et des fois, ça fonctionne. Et des fois, ça fonctionne. J'ai aussi été, parce qu'il y en a beaucoup qui se confient à la religion, ça peut être des protestants et tout ça, ils ont aussi le même discours. Et j'ai aussi travaillé en fait avec un praticien qui a des méthodes différentes, mais qui travaille dans le même esprit. Il ne va pas dire, il ne va pas convaincre les personnes qui viennent le voir pour des troubles très spécifiques, il va leur dire, moi, je ne peux pas soigner ça, allez à l'hôpital pour vous faire soigner. Entre guillemets, il ne ment pas aux patients en disant, vous venez chez moi, vous prenez les plantes que je vous donne à boire, vous faites ce que je vous fais faire, et tout, vous allez guérir du jour au lendemain. Il est conscient qu'il y a des choses que lui ne peut pas traiter. Et donc, dans les deux sens, ils sont dans la vérité et ils essayent de justifier, d'accompagner vraiment les patients qui viennent les voir. J'ai pas pu tout mettre dans le documentaire parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. J'ai pris ce qui me restait comme élément. Il y avait énormément, aussi beaucoup de témoignages parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à faire des crises pour des tas de raisons, les mariages forcés, euh, euh, de l'inceste, des viols qui ne disent pas leur nom parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont non dites en Afrique. Ils vont développer comme ça des dépressions qui vont grandir. Donc, j'ai gardé tous ces témoignages que j'ai mis ensemble et j'ai créé un fil conducteur et j'en ai fait un monologue pour dire ce qu'il restait encore à dire là-dessus. Et n'étant pas rassasié, j'ai décidé d'en faire une fiction, un long métrage, long fiction. Donc là, je suis sur le projet de long métrage fiction. Donc, c'est parti d'une histoire complètement anodine. Et aujourd'hui, j'en ai pratiquement fait mon cheval de bataille. Et juste avant la pièce, j'ai monté justement donc l'association parce que j'ai aussi constaté que les enfants trisomiques, par exemple, les autistes, on n'en voyait pas beaucoup, on n'en voit toujours pas beaucoup parce que c'est quelque chose que les parents ils ne savent pas ce que c'est caché et on accuse souvent la maman d'avoir un enfant autiste ou un enfant trisomique. Et j'ai fait la rencontre d'une dame, elle venait tout le temps avec sa fille qui était trisomique. Et elle l'a montré, c'est la première fois que je voyais une jeune Africaine trisomique comme ça, avec plein de gens. Et j'ai sympathisé avec cette dame et elle m'a expliqué elle sait que les gens cachent, elle ne cache pas, elle va faire ses courses avec sa fille, elle l'emmène à l'école, dans une école spécialisée et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des visites dans tous ces centres qui avaient des enfants, entre guillemets, qu'on cache, dont on s'occupe en cachette, parce que la plupart de ces enfants, quand ils sont emmenés à l'école, ce sont les chauffeurs ou les nounous qui emmènent ces enfants à l'école. On ne rencontre pas les parents parce qu'ils en ont honte. Donc, j'ai décidé de monter cette association justement pour aider ces enfants
à, à avoir un certain épanouissement avec la danse, la peinture, le théâtre ou des jeux ludiques tout simplement. Et j'ai fait l'expérience avec le centre de formation des jeunes filles handicapées de la cathédrale de Ouagadougou. Et au bout d'un an, on a vu les résultats que ça a donné. C'était des enfants qui étaient beaucoup plus épanouis, qui commençaient à s'exprimer correctement, qui rentraient à la maison et qui étaient très heureux et très contents de venir le lendemain à l'école parce qu'il allait y avoir la danse, parce qu'il allait y avoir le théâtre et tout et tout. Donc, j'ai monté cette association dans ce sens. Et jusqu'à présent, on a du mal à avoir des fonds pérennes parce que il faut, en plus du côté ludique et artistique qu'on apporte à ces enfants-là, on a un plaidoyer qu'on a mis en place pour sensibiliser les gens et les familles en leur disant que la trisomie, ce n'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie contagieuse. L'autisme, ce n'est pas un truc de sorcellerie, c'est pas la maman qui a mangé son tiep à minuit au lieu de le manger à 20 heures qui a fait que l'enfant est devenu comme ça. Ce sont des états. L'autisme, c'est un état. Euh, voilà, donc il faut expliquer tout ça aux parents. Donc, moi, je suis plutôt du côté de la société civile. On n'est pas scientifique, certes, mais on essaye de mettre en place et de prouver que ce qu'on fait de pratique, c'est-à-dire en étant avec ces enfants, en leur trouvant une activité qui les occupe, une activité qui leur plaît, ces enfants-là arrivent à s'épanouir. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adultes autistes, même trisomiques, qui évoluent dans les autres continents parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Mais je sais que ça prend du temps, ça met du temps. Donc voilà, en tout cas les structures, même le ministère de la Santé, que j'ai eu à contacter, qui sait que l'association existe, qui sait ce qu'on fait, parce que tous les 10 octobre, on organise une journée porte ouverte, le jour de la Journée mondiale de la santé mentale, pour expliquer ce qu'on fait, et puis organiser un grand repas communautaire avec les parents, avec les soignants, avec des sympathisants qui veulent bien nous accompagner. Et puis voilà, moi, je me bats pour mettre en place une troupe, un peu comme ça existe au Mali, une troupe de théâtre avec des acteurs, des intervenants qui vont intervenir euh, 3 fois par semaine dans 3 domaines différents auprès de ces écoles-là et qui a pour but qu'à la fin de l'année, on présente le résultat du travail qu'on a fait avec ces enfants-là. Jusqu'à présent, c'est que du bénévolat qu'on fait, mais évidemment, vous savez, les pays dans lesquels on est, les moyens de déplacement, c'est compliqué. Il faut leur donner au moins le prix de l'essence, il faut les faire manger à midi. Euh, donc voilà, jusqu'à présent, ça c'est plus ou moins fait sur fonds propres. Mais on arrive à saturation parce que sur le long terme, c'est très compliqué, c'est très difficile.